temps. Le professeur Madani nous avoir invités. Je voudrais remercier le Maroc de m'accueillir. Toujours avec beaucoup de plaisir que je suis au Maroc. Et je dirais que le Maroc est un îlot, je dirais, de fraîcheur et de démocratie dans un monde fragile. Alors on m'a demandé de parler de deux choses. J'ai proposé de faire les deux présentations en une et de faire une seule discussion. Et je suis de formation neurologique, j'ai une formation neuropédiatrique et surtout écologique avec le fil de l'enfant. Et j'ai proposé de faire un sujet un peu bizarre. On utilisait un nouveau terme, mais qui sort de la pratique, qui est l'épilepsie focale difficile. Et j'ai utilisé ce terme parce que je trouvais qu'il reflétait mieux ce que je vivais au quotidien que des termes pharmacorésistants, plein de choses comme ça. Où quelquefois les gens me disent, mais attendez, mon enfant il est pharmacorésistant, donc s'il est pharmacorésistant, à quoi ça sert finalement d'essayer des médicaments? J'en vois même pas le sens, et même à quoi ça sert d'en prendre. Et deuxième chose, on m'a demandé finalement de parler de transition. Et je dirais que la transition est quelque chose de complexe. J'ai fait une transition de la neurologie d'adulte à l'épileptologie de l'enfant pour retourner à la neurologie. Et cette transition, finalement, elle fait partie du monde. Nous avons en nous un monde de transition. Et je vais parler de ce que je perçois comme une différence, mais qui est probablement complémentaire, la différence entre passage et transition. Et je pense que vous verrez que c'est un lien qui nous parle tous lorsqu'on a à prendre en charge dans la continuité des patients, enfants qui deviennent adultes ou des adultes qui ont été enfants. Alors je vais pas revenir sur la définition de ce que c'est que difficile. Je vais dire en deux mots, parce que tout le monde n'était pas l'année dernière, ce qui a été le grand changement dans notre discipline. On ne soigne plus les crises épileptiques. On soigne un patient, enfant ou adulte dans sa globalité. Et dans les réflexions des choix de traitement, on va s'intéresser autant à la dimension cognitive, psychologique, sociale, c'est-à-dire que tous ces aspects sont probablement plus importants parfois que les crises, parce que les patients ils vivent 99% du temps dans la dimension cognitive, psychologique et sociale, et 1% avec les crises, même si ceux-ci parasitent par le handicap paroxystique leur développement. Les termes, ça ne sert pas à grand-chose, mais on a des termes, on y est habitué. Dans les fonctions je participe, on nous demande d'essayer de réfléchir, et je représente entre guillemets un peu la francophonie, qu'est-ce que c'est qu'une crise focale? Alors, on utilise ce terme crise focale complexe et simple. Je crois que ce terme, lorsque je discute avec mes étudiants, tout le monde aime parce qu'il est simple, on connaît, on voit à peu près ce que ça veut dire. Notre Ligue internationale voudrait que ces termes disparaissent, et certains voudraient qu'ils disparaissent parce que, notamment ceux qui s'intéressent à la chirurgie, ils disent un patient ne ressemble pas vraiment à un autre. Il y a cette dynamique de succession de symptômes, et il faudrait avoir une description littérale des épisodes, en sachant que cette description littérale, vous qui dominez encore le français, ce qui n'est plus le cas quelquefois avec les français de souche, a une richesse bien plus importante que des mots ou des codes. Et quand on lit finalement cette phrase qui vient de Penfield, on imagine la crise, on a un détail chronologique que les propositions de classification, finalement, est une simplification. Et cette simplification, finalement, à quoi elle sert? Elle sert à développer des médicaments. Mais finalement, au quotidien, elle ne sert pas beaucoup. Alors ça, c'est une diapositive qui vient d'une réunion qu'on vient d'avoir à Londres. On essaie de faire, finalement, évoluer les concepts. L'évolution qu'il y a au niveau international sur les crises d'épilepsie, allant du nouveau-né à l'enfant et à l'adulte, c'est qu'on accepte de ne pas savoir. Et on n'est plus culpabilisé de dire c'est focal, c'est généralisé. On peut dire je ne sais pas et utiliser des termes pour décrire. Et je dirais que voir que la progression est dans la connaissance que l'on ne sait pas, nous relance finalement une dimension plus philosophique. Et je pense que c'est ça le progrès, savoir douter. Et on va le revoir aussi sur d'autres aspects dans la difficulté. Alors, des gens très savants, souvent en lien en partie avec l'industrie pharmaceutique, font des définitions. Mais ces définitions, c'est pour qui? C'est quelquefois pour vendre du médicament. Mais pharmacorésistant, nous, on ne vend pas du médicament, on soigne.
on soigne et on va voir que même dans la définition des médicaments, la notion de pharmacorésistant n'est peut-être pas forcément indispensable, en dehors du fait qu'à un moment, dans l'arsenal thérapeutique comme dans l'appendicite, l'appendicite c'est très tôt, il faut penser à la chirurgie, ça fait partie quand c'est accessible et quand c'est pas trop compliqué, des possibilités thérapeutiques. Alors si je reprends ce qui avait été proposé, qui n'est pas une classification de nos collègues américains, qui ont des gens savants mais quelquefois peureux, c'est pour ça finalement que j'ai la chance d'être là, c'est que des choses ont été remises en question dans une réunion de pédiatrie mondiale. Ils avaient quand même une proposition qui est, devant un patient qui fait des crises d'épilepsie, enfant, adolescent, il faut déjà d'abord se faire raconter l'histoire. Et je crois que ce point est toujours fondamental. Les examens complémentaires ne vont jamais donner la solution. Ils vont apporter une information qui peut être trompeuse. Le docteur Valenti en parlera après. Il faut savoir prendre son temps. Un de mes maîtres me disait, il faut savoir examiner ses patients. Et Wafa me disait, je ne comprends pas comment mon mari, il voit la fille qui personne ne savait, il pose 3 questions et dit c'est une pancréatite. Eh bien je dirais parce qu'à la fois il a une expérience, il a su interroger ses patients dans le passé, il sait percevoir quelle est la question, quelle est l'information qui va permettre de guider, en sachant que les examens complémentaires sont là pour nous aider. Donc on voit qu'à chaque étape il y a des difficultés, et vous verrez que ce que je cherche à défendre, c'est que c'est ces difficultés qui font la beauté de notre métier. Alors vous savez qu'il y a plein de syndromes. Ces syndromes sont un peu envahissants, c'est assez schématique. C'est une collègue qui était praticien hospitalier, qui est maintenant prof à Nantes et qui va aller à Lille, succéder à Louis Vallée, et qui a eu l'idée de représenter finalement les différents syndromes qui sont souvent des avis d'experts que de réelles maladies. C'est l'association de signes et de symptômes. Alors en jaune finalement on met des épilepsies qu'on appelle idiopathiques, qui est un terme qui ne veut rien dire mais qui fait savant, qui veut dire que finalement il y a probablement des facteurs génétiques et que c'est pas trop grave. Alors, pas trop grave, ça ne veut pas dire que c'est dénué de complications, de difficultés. On l'a vu hier soir dans une discussion avec un collègue. Et puis il y a des choses qui sont vraiment graves, pour lesquelles on progresse, avec tout ce qui est à droite, en haut dépend plus de facteurs génétiques et ce qui est en bas dépend de facteurs autres. Alors, au niveau international, on a essayé de faire évoluer les choses et ça a fait hurler. Les gens ont hurlé parce qu'on perdait notre habitudes, mais quand on regarde qu'est-ce qui a changé, ce qui n'est pas encore accepté, c'est plutôt dire que c'est des épilepsies focales ou généralisées, en sachant que l'épilepsie, s'il n'est pas caractérisé que par les crises, et le caractère social n'est ni focal ni généralisé ni la cognition, ce sont des épilepsies avec crise focale ou avec crise généralisée, et derrière le terme idiopathie, qui est un terme savant du docteur Knopp qui cache l'intolérance, on met possiblement génétique, et derrière structure symptomatique, on met des mots qui sont plus adaptés. Et dire c'est peut-être structural, métabolique, et en fait plusieurs étiologies peuvent être associées, on y reviendra. Alors cette notion de complexité dans la médecine qui part d'une simplification, si on prend ce qui est classique chez l'adulte ou chez l'enfant, ce sont ces épilepsies qu'on appelait à cause cachée cryptogénique, où il y a ce qu'on appelle une sclérose de l'hippocampe, et on disait la sclérose de l'hippocampe c'est la cause. Et en fait on s'aperçoit que cette sclérose de l'hippocampe, ou ces épilepsies temporales mésiales, elles ont des étiologies, ceci fait un bruit qui me paraît aussi étrange et difficile, je vais essayer de montrer avec la flèche, je vous remercie. Je peux supprimer le bruit. C'est des... La difficulté est partout. Mais je vais utiliser, je suis un fan de foot relatif. Je vais utiliser la flèche, ici elle apparaît. Donc dans ces épilepsies, finalement, il y a souvent plusieurs facteurs. En fait, dans toutes les maladies, on oublie qu'il y a plusieurs facteurs qui s'associent pour aboutir à un tableau clinique. Il y a quelquefois un facteur prédominant qui vient de la génétique ou du structurel, mais finalement, ils s'associent, il peut en avoir 2, 3. Et en fait, plus il y a de facteurs qui vont s'associer, je donne un exemple, l'épilepsie temporale mésiale avec sclérose de l'hippocampe, vous avez une susceptibilité génétique qui fait que vous allez faire une crise fébrile compliquée, vous allez développer une lésion structurelle, pour laquelle il va avoir quelquefois même des réactions inflammatoires, puis un jour on va vous opérer. On va enlever l'élément structurel, mais on va laisser le terrain génétique, et sachant ça, on sait probablement qu'on ne pourra pas totalement arrêter le traitement, parce qu'on n'aura pas traité le terrain. Et si on essaye d'associer les difficultés, on s'aperçoit par exemple que ces épilepsies qui dépendent aussi, qui sont aussi temporales mésiales, Wafa parlait d'une famille hier, qui dépendent de facteurs génétiques, avec souvent une comorbidité migraineuse, mais elles sont très sensibles aux médicaments, elles sont faciles à traiter, elles ne sont pas difficiles.
Donc la multiplicité de l'association des étiologies est aussi un facteur de difficulté. Alors, je rentre réellement dans le vif du sujet et je vais vous parler de ce que j'ai vu hier soir. La première chose difficile, c'est le patient et l'entourage. Alors hier soir, c'était pas dire que Wafa est difficile. Mais c'est que c'est toujours difficile soi-même d'avoir un enfant malade, et je suis le premier à avoir des enfants malades, et j'ai parlé de mon enfant malade à Wafa, et c'était difficile pour Wafa. Alors qu'est-ce que c'est la patient difficile? C'est, excusez-moi, essayer finalement de voir en quoi la relation patient-famille, patient-médecin, et surtout des médecins avec l'enfant et la famille, est difficile. Alors, c'est quelque chose qui est peu étudié, surtout en psychiatrie. Et je trouve finalement, à tort, pourquoi c'est dans tous les domaines de la médecine. Qu'est-ce qui est difficile? La personnalité particulière, la communication, un lien, l'agressivité, la difficulté qu'on a à cerner la plainte. Et je dirais que ça a été pas mal étudié sur le plan médical, notamment par les psychiatres. Alors, je n'aurais pas le temps, parce que je ne vais pas faire trop long. J'avais une observation qui était un peu le fil conducteur quand je fais ce topo, qui est un adolescent, qui pour moi était un des patients les plus difficiles. Mais il n'était pas difficile simplement parce que, on le verra à la fin sur l'histoire, qui s'est bien terminée, il a été opéré, il était guéri et c'était compliqué. Il était difficile parce qu'ils habitaient Strasbourg, qu'il était fils de fonctionnaire européen lituanien, qu'il était en terminale S et qu'il voulait devenir médecin. Et quand vous débutez une épilepsie, que vous avez 16 ans dans une vie, ça va être comme un éclair. Et notre rôle, finalement, va être compliqué, beaucoup plus, lié à cette situation qui fait la difficulté. Alors, bien entendu, on revient à la sémiologie. Ce qui nous avait déjà annoncé la difficulté, c'est les symptômes. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il nous racontait des symptômes qui nous laissaient penser que le mystère de ces crises était caché au tréfonds d'une structure qui s'appelle l'insula, dans l'hémisphère majeur du côté gauche, à la connexion entre le langage, la perception de soi, la mémoire, et que toucher à ces endroits-là était toucher presque à l'âme, au corps, et mettant en charge la difficulté majeure. Alors, ce patient était effectivement difficile, et je me suis dit, nous prêtons tous des patients difficiles, est-ce que ça s'enseigne? Alors, ça s'enseigne, et ça s'enseigne dans le domaine de la psychiatrie, et on essaye, ou j'essaye d'enseigner aux internes, je dirais, la chance qu'on en a de pouvoir essayer de soigner des patients difficiles. Et je pense qu'une des manières de le faire, c'est de faire des ateliers de simulation et des jeux de rôle, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Alors, je vais parler après un petit peu de ce qu'on a chez l'enfant adulte, c'est ce qu'on appelle les crises difficiles. C'est quoi les crises difficiles? Il faut savoir que la classification des crises, elle est faite pour plein de personnes. Elle est faite pour le pharmacologue, elle est faite pour l'épidémiologiste, elle est faite pour le chercheur, elle est faite pour le médecin qui s'occupe de chirurgie d'épilepsie, elle est faite pour le médecin généraliste, pour le pédiatre généraliste, et c'est très difficile de trouver une manière de satisfaire tout le monde. Une manière peut-être de faire, c'est au lieu de vouloir les classer pour quelqu'un, et en fait la classification crise partielle simple et complexe a été faite plus pour l'industrie pharmaceutique, on pourrait finalement faire une classification qui nous serve, c'est-à-dire quelles sont les crises qui posent réellement de problèmes. Et une des manières de faire, c'est de prendre un questionnaire qui est utilisé dans des centres où ils vont admettre des patients, où ils essaient de prédire pour l'entourage ce qui va être réellement un problème. Et quelque chose qui est évidemment un problème, c'est les chutes. Et on pourra avoir une classification, les chutes et les risques de se blesser. Là, si vous reprenez les différents items, et je pourrais les laisser, plusieurs facteurs interviennent finalement dans la difficulté et dans la gêne que peuvent représenter les crises. Bien entendu, le fait qu'il y ait une altération de la conscience ou pas. Mais quand vous êtes neurologue, pédiatre ou neuropédiatre, l'altération de la conscience lorsqu'on est enfant est moins problématique que lorsqu'on est adulte. Et ce qui est peut-être plus embêtant, c'est beaucoup plus la chute, le caractère imprévisible. Donc on voit aussi que cette classification, ces classifications pour les crises focales, dépendent de ce qu'ils veulent en faire. Là, si j'avais eu du temps, je vous aurais montré des choses. C'est un enfant qui a une épilepsie de la région insulo-centrale, qui a des crises douloureuses. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais je dirais que c'est très une manière inadaptée de dire on a des patients avec des crises douloureuses et des patients avec des crises non douloureuses. Pourquoi? Parce que finalement, les crises douloureuses, c'est rarissime. Donc ça serait aussi totalement bête. Alors, ce qui intervient
dans les crises difficiles, ce n'est pas simplement ce qui se passe pendant la crise ou les circonstances, c'est aussi ce qui se passe après la crise. Donc là aussi, il y a un certain nombre de caractères. C'est vrai que s'il y a une violence, des éléments émotionnels, des problèmes cognitifs ou des problèmes, je dirais, psychiatriques après les crises, ce sont des crises difficiles. Et passer d'une épilepsie temporale à crise psychotique ou violente à des crises qui sont sans ce type de symptômes, qui se caractérisent simplement par une sensation épigastrique, eh bien c'est soigner le patient, et probablement même mieux que le guérir en voulant supprimer toutes les crises par un traitement chirurgical, si on réfléchit toujours à cette définition qui prend en compte la cognition, le social et le psychologique. Alors je vais terminer sur les difficultés thérapeutiques, et je veux dire qu'il y a deux grandes catégories, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. J'ai parlé des étiologies multiples. Et il est clair qu'avec l'avènement de l'IRM, de la connaissance, et notamment l'IRM, maintenant j'ai vu que l'accès à l'IRM est universel pratiquement dans beaucoup de pays, pour ceux qui en ont les moyens, on est capable de reconnaître des malformations corticales du développement, qui était la thématique du laboratoire de notre ami Evrard à Robert Debré avec son collègue Ressens. Et ces malformations, ces accidents très tôt dans la vie, en fait, qui peuvent être une combinaison finalement de facteurs vasculaires et génétiques, entraînent ce qu'on appelle des malformations corticales qui vont être les plus difficiles à traiter et qui vont avoir le pronostic les plus difficiles. La complexité, c'est que dans certains cas, dans des épilepsies difficiles, il y a des facteurs génétiques. Alors c'est un schéma un peu compliqué, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je me suis intéressé pendant très nombreuses années à une maladie un peu, ou un syndrome, qui s'appelle le syndrome de pointon continu du sommeil, ou Landau-Kleffner, et on suspectait qu'il y avait des facteurs génétiques, en sachant que c'était une toute petite partie. Il a fallu beaucoup de temps pour commencer à les trouver. On en est au début, mais on a trouvé, ainsi que d'autres équipes en Allemagne, aux États-Unis, qu'il y a des facteurs génétiques avec un gène qui participent probablement à la genèse finalement de ce trouble. Mais en fait, quand on a trouvé ça, c'est comme la génétique, elle nous apprend tout, elle nous apprend rien. Parce que les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a des conséquences de la génétique, il y a des gènes modificateurs, et ce qu'on a trouvé cette année, c'est qu'avec les collègues d'Oxford, liés à ces anomalies génétiques, le métabolisme, la vascularisation, la barrière pouvaient être modifiées, et on avait des réactions immunitaires qui pouvaient paraître aspécifiques, mais qui ne sont pas aspécifiques, et qui probablement expliquent pourquoi, alors qu'on a certains facteurs génétiques, un traitement par corticoïde aide aujourd'hui. Donc ce que l'on voit aussi, c'est derrière quelque chose de difficile, la compréhension de l'association des étiologies va peut-être nous aider à pouvoir soigner les patients. Deuxième exemple, qui pour nous est sorti cette année dans Brain, vous savez qu'il y a des malformations corticales, dont certaines, comme dans cette diapositive à droite, il y a une toute petite malformation, on dit que c'est très simple, on dit que c'est très simple, sauf que finalement, cette année, on s'est aperçu qu'il y a des facteurs génétiques qui sous-tendent ces malformations. Et qu'en traitant la malformation, peut-être qu'on ne traite pas le terrain génétique, et que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraissent. Et que un seul gène muté peut donner des choses qui vont de l'hémimégancéphalie à une dysplasie corticale relativement étendue ou limitée. Donc là aussi, on voit l'association et la complexité des associations des phénomènes génétiques et structurels qu'on doit garder en mémoire dans la stratégie que l'on aura chez ces patients. Je vais terminer sur cette première partie, je pense que je ne suis pas trop en retard, ça va, en parlant un petit peu des traitements. Les traitements, c'est une belle histoire. Ça commence par les bromides, qui quelquefois sont un bon médicament. Il y a des épilepsies terribles qui s'appellent l'épilepsie partielle migrante, et j'ai encore des patients qui sont traités par ça. Les phénobarbital, qui est un médicament qu'on a beaucoup combattu, garde probablement chez le sujet âgé et chez l'adulte quelques indications. Et j'avais présenté en Algérie il y a quelques années un papier de Brody qui disait que c'était l'antiépileptique du XXIe siècle. La phénitoïne, même si pour nous elle a disparu, je suis obligé d'acheter la diphénylbutadiène, c'est quand même un médicament qui est assez merveilleux. Et j'ai regardé parce que j'avais une patiente qui souhaitait une grossesse, la tératogénicité, et je me suis aperçu qu'il était très peu tératogène. En tout cas, beaucoup moins que le valproate.
Donc, enfin pas du tout. Donc c'est des médicaments que mes collègues promouvoient peu, mais qui je pense qu'il y a encore une place chez certains sujets âgés. Encore faut-il savoir les utiliser en raison de la cinétique qui est très défavorable de ce médicament et de ses associations. C'est pas que je veux dire qu'il faut traiter les enfants par pénicilline, mais il y a encore de la place. Alors on a eu cette révolution, et la révolution est venue un peu des compréhensions, avec une simplification, je dirais, des potentiels d'action, ça dépend des canaux sodiques, puis il y a des canaux potassiques. Donc les médicaments, ils doivent agir un petit peu dans cette dimension, et c'est vrai que beaucoup de médicaments agissent tous sur les canaux sodiques et restent des grands médicaments. Mais comment est-ce qu'on s'en sort pour choisir? Alors, les experts vont dire quel est l'antiépileptique idéal. Alors il faut savoir que sur l'antiépileptique idéal, il va dépendre un peu, je dirais, du promoteur ou de la personne qui nous accompagne en tant qu'orateur. Faut-il avoir un mode d'action connu et spécifique? Je dirais que le mode d'action finalement de la phénitoïne est-il si clair? Un peu, pas totalement. En fait, aucun antiépileptique a vraiment un mode d'action connu et spécifique. Est-ce qu'il faut qu'il soit à large spectre ou finalement un antiépileptique qui a un spectre très étroit? On prend par exemple le vigabatrin, le Sabril, aujourd'hui, ça reste un médicament qui n'est pas vraiment à large spectre, à la limite, il est clairement aggravant pour des absences ou des épilepsies avec myoclonique, et il reste intéressant. Alors il y a des choses qui sont plus claires, il n'y a pas d'échappement ou d'effet de sevrage. Le fait qu'il n'y ait pas de dosage n'est pas forcément toujours un avantage, et n'est pas forcément toujours une économie. Si on sait bien utiliser les dosages des antiépileptiques, c'est quand même commode de savoir un peu où on en est, notamment en termes d'effets indésirables. Le nombre de prises est un élément important, bien qu'on n'a aucune étude qui ont démontré qu'une prise par jour était mieux que 2 prises par jour. Et on va essayer de nous dire que tous les médicaments en une prise sont un grand progrès, mais aucune étude qui nous démontre ça. Il y a une différence entre 2 et 3 prises, mais pour une prise pas claire. Le fait qu'il y ait des formes injectables est effectivement une aide, dans certains cas. Puis surtout, c'est finalement que ça ne ruine pas notre société, c'est une réflexion que l'on a, qui est à prendre en compte avec prudence, mais qui est intéressante. Alors, la seule chose qu'il y a eu vraiment comme progrès, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ces 30 dernières années, je dirais, c'est plutôt des caractéristiques qui vont influer beaucoup plus la tolérance. Et je dirais globalement, les antiépileptiques sont mieux tolérés, encore pas tous. Et c'est là où je vais faire peut-être un classement entre les faciles et difficiles. Et la tolérance dépend un petit peu de leur caractère purement pharmacologique, que je ne vais pas tous vous rappeler. Le fait qu'ils soient non métabolisés, pas neurotoxiques, pas inducteurs, pas inhibiteurs, il n'y a pas d'énergie, etc., etc. Alors, cette réflexion sur les antiépileptiques était bien entendu influencée par les laboratoires, et le laboratoire UCB nous avait réunis avec un ami maintenant, pour lequel nous avons réussi, après un demi-siècle d'affrontement, à avoir une collaboration amicale, qui est mon collègue de corps, qui s'appelle Steinhoff. On avait essayé de réfléchir quelles étaient les caractéristiques de l'antiépileptique idéal. Et ce qu'on avait remis en cause dans un papier qui était un papier d'achat, publié dans une toute petite revue, c'est qu'il nous paraissait plus intéressant plutôt de parler de pharmacorésistante, de seizure control. C'est-à-dire que c'est une situation où la famille, le médecin, tout le monde est à peu près content. Et après, surtout, ce qui me paraissait plus important que le seizure control, et à l'époque c'était assez novateur, c'était l'épilepsie control. C'est-à-dire qu'à la limite, les crises, on s'en fout. C'est le reste qui est important. Et éventuellement, on acceptait de discuter ce qu'on appelle épilepsie cure, en sachant que la guérison, et un de mes maîtres me disait, lui, vous savez, tes patients ne seront jamais guéris, vont toujours être attachés à toi. Alors je me dis, c'est faux, on a des épilepsies qui guérissent, il y a des gens qu'on ne voit plus. Et on est capable de le dire assez tôt, ou de ne pas le dire, vous serez guéri, vous ne me verrez plus. Et je dirais que c'était des concepts qui étaient,